Ensuite, vous m'avez interrogé sur les ruralités, et je rejoins ce qui a été dit à plusieurs reprises. Et en effet, vous l'avez noté, la ministre de la Cohésion des Territoires a lancé un grand travail pour cet agenda rural, l'objectif étant véritablement d'apporter des réponses concrètes à ce qui est vécu dans la ruralité avec des éléments de diversité. Alors, plusieurs points ont été là-dessus mentionnés. D'abord, la capacité à adapter les choses, c'est l'esprit de différenciation de pacte, j'y adhère. On l'a fait aussi sur des territoires très ruraux, par exemple avec des départements. Un pacte Creuse a été signé qui a permis d'apporter des réponses très concrètes à des sujets de ruralité. Ensuite, dans cette table ronde, des points ont été évoqués sur la loi littorale et sa capacité, justement, à répondre aux défis contemporains. Là-dessus, instruit d'ailleurs, je dois le dire, par un débat breton que j'avais eu de mémoire en juin ou juillet 2017 dans le Morbihan, nous avons fait une réforme sur les fameuses dents creuses, parce que c'est à l'époque les élus du Morbihan qui m'avaient alerté sur les effets pervers de la loi littorale et les dents creuses. Ça a été porté dans la loi Elan et on l'a modifié. Et donc tout ce qu'on peut simplifier sur ce point, on continue. Ah si, mais ça a été modifié. Certains voulaient aller plus loin, je sais bien. Alors si c'est pire, vous viendrez me voir à la fin pour apporter un témoignage, parce que là, pour le coup, même vos parlementaires qui représentaient se sont battus pour défendre ce qui m'avait été dit à l'époque. Non, sur les... Alors, si, sur les îles, parce que vous êtes sur une île ou vous êtes sur le littoral? Parce que sur les îles, la réponse n'a pas été apportée. C'est vrai. Mais moi, je suis très preneur. J'ai montré, en tout cas, mon ouverture à apporter des réponses pragmatiques. Ensuite, ce qui est remonté du terrain et qui a été proposé a été porté par le législateur. S'il faut aller plus loin, moi, j'y suis tout à fait prêt, pour être pragmatique. Après... Non, mais dans le même esprit. Après, de manière très concrète, il est clair qu'on ne peut pas supprimer la loi littorale, parce que d'autres sensibilités qui sont présentes dans cette salle, et dans le débat qu'il y a eu au moment des dents creuses, d'ailleurs, les parlementaires qui sont ici le diraient mieux que moi, ce sont aussi ces sensibilités qui sont exprimées pour freiner ceux qui auraient voulu aller un peu plus loin. Maintenant, avec pragmatisme, il faut continuer à faire avancer les choses. J'y reviendrai sur la relation entre l'État ensuite et les collectivités. Ensuite, sur l'agenda de ruralité, vous m'avez interrogé sur les dotations et les initiatives. Sur les dotations, je voudrais tordre le cou à une fausse idée. L'idée que la dotation en commune rurale serait 2 fois inférieure à la dotation en urbain. C'est totalement faux. C'est totalement faux. La part forfaitaire de la dotation est 2 fois plus faible. Mais la dotation réelle est bien souvent plus élevée. J'en veux pour preuve, les chiffres seront révélés ce soir, les dotations de l'ensemble des communes bretonnes, elles augmentent d'1,2%, 1,4%, pardon, pour cette année. Ce sera notifié ce soir. Et pourquoi? Premier effet, un peu de gain de population. Deuxième effet, la compensation rurale. Le gouvernement, avec le Parlement, a d'ailleurs porté 90 millions d'augmentation de la dotation de solidarité rurale. Et donc, quand vous me dites qu'il y a 2 fois moins de dotation en rural qu'en urbain, parce que c'est que vous prenez la part forfaitaire. Mais la part forfaitaire n'a cessé de baisser parce qu'on a mis partout des péréquations. Mais il faut y ajouter les dotations de solidarité rurale et tous les mécanismes de péréquation accumulés avec le temps. Regardez la réalité d'une dotation en rural, elle est aujourd'hui généralement plus élevée qu'en urbain. Donc c'est faux. Ça, c'est faux. Et on continuera à le faire. Alors après, je suis tout à fait prêt à ce qu'on puisse simplifier ces mécanismes. Il n'appartient qu'au Parlement d'y travailler, au Comité des finances locales d'apporter des réponses. Mais au concret, ce constat n'est pas juste. Après, moi je suis très favorable à cette logique contractuelle proactive que vous avez évoquée. Beaucoup l'ont dit, et l'agenda rural a besoin de vélocité, parce que dans le rural, on a besoin d'être encore plus entrepreneur. Et vous me l'avez dit, plusieurs, laissez-nous porter nos projets, il faut que ça aille plus vite, qu'on soit mieux accompagnés. C'est exactement, en effet, ce qu'on a porté avec l'initiative Cœur de Ville. Cœur de Ville, on a dit, on met en place un dispositif, proposez-nous vos projets, et dès qu'on considère qu'ils sont pertinents, avec des critères très légers, en allant très vite, on vous accompagne, on met les financements, et on vous accompagne même sur l'ingénierie. Ça marche formidablement bien. Et donc, ce qu'on veut faire maintenant, et les ministres sont en train de le préparer, et on va le lancer prochainement, c'est la même initiative pour les moins de 10 000 habitants. Et donc, avoir une enveloppe qu'on gère France entière, avec d'ailleurs un dialogue avec les régions,
pour avoir une réponse et peut-être adapter ce mécanisme région par région, parce que les dynamiques ne sont pas les mêmes pour cette strate, parce qu'il y a des vitalités et des dynamiques d'aménagement qui ne sont pas les mêmes, et avoir une espèce d'approche cœur de bourg, où on dit de manière très simple, vous avez un projet, vous le soumettez, il n'y a pas besoin d'avoir un rapport comme ça qu'on prépare pendant 6 mois, c'est l'anti-procédure en rue à cet égard, même si on est en train de la simplifier. On va très vite, on peut l'adapter à travers le temps, mais c'est un État qui accompagne. Et donc, le cœur de l'agenda rural, il se fera par, justement, un ensemble de réponses comme ça très concrètes et des logiques de projet, avec des enveloppes nationales et déclinées région par région en partenariat, pour pouvoir accompagner des projets, précisément parce que, comme ça a été très bien dit par cette table ronde, il y a une pluralité des ruralités. Et il y a une pluralité des projets qui sont apportés. Ensuite, quand on parle d'un agenda rural comme cela, il y aura évidemment les réponses en termes de santé, on en a peu parlé, mais c'est très présent dans le débat, et donc ça fait partie d'ailleurs de ce qu'on a mis dans le plan santé, et il y aura des dispositifs en matière de santé pour maintenir la présence médicale ou justement la renforcer, et plus largement en matière de ce que j'appellerais les accès. L'une des grandes problématiques de la ruralité qui souffre aujourd'hui, ce sont les accès. Accès aux infrastructures, accès à la métropole ou à la grande ville la plus proche pour aller travailler ou pour que les enfants puissent avoir accès à des loisirs ou autres, accès au numérique, comme vous l'avez dit, etc., etc. Et donc là-dessus, je veux qu'on ait une approche extrêmement mobile, flexible, là aussi qui se fasse territoire par territoire pour pouvoir abonder les initiatives. Et donc c'est aussi pour ça que vous m'avez entendu plusieurs fois dire qu'en termes de mobilité et d'infrastructure, on sort d'une logique où l'État finançait surtout les grandes infrastructures de mobilité, en disant on va mettre partout le TGV et les aéroports, à une logique où on doit remettre du financement sur la mobilité du quotidien, c'est-à-dire les infrastructures qui irriguent les territoires, entre la métropole et ses propres territoires, entre parfois le chef-lieu de canton et ses propres territoires, ou la capacité à régénérer les infrastructures de transport existantes. Parce que si je regarde les 20 dernières années, pourquoi on a tant de cas où vous avez perdu du temps le temps de transport a augmenté parfois pour rejoindre la métropole ou tel ou tel territoire voisin, c'est qu'on a mis tout le financement public sur les très grandes infrastructures et on en a mis peu sur l'infrastructure de proximité. La première victime de ce mécanisme, ça a été le rural et le très rural. Et donc c'est cet agenda de ruralité, je ne veux pas être ici trop long, mais sur lequel on va continuer à avancer avec vous et qui doit déboucher sur, pour moi, des mécanismes simples, des enveloppes qui sont déclinées et une mobilisation des financements européens. Et je partage totalement ce qui a été dit avec beaucoup de justesse sur ce sujet. Et évidemment, un accompagnement de l'ensemble des professionnels qui font notre ruralité. Et je veux ici avoir un mot pour nos agriculteurs. Et vous avez eu raison à plusieurs reprises de les citer et de les encourager. Nous sommes en train, à travers la mise en œuvre justement de ce qu'ont donné les États généraux de l'alimentation et la loi Egalim, d'une part, redonner, il faut que ça redescende maintenant dans les cours de ferme, mais on a redonné du pouvoir de négociation aux producteurs dans la négociation commerciale. Là maintenant, les filières doivent s'organiser. Nous, on a mis beaucoup de pression, on va continuer à le faire pour qu'il y ait un retour dans les marges, évidemment, des agriculteurs et de l'ensemble des producteurs. Et on accompagne maintenant filière par filière, et elle se décline territoire par territoire. C'est tout le dialogue aussi, évidemment, qu'on a eu avec la région sur ce sujet et que nous avions fait vivre il y a quelques mois ensemble. Et donc, sur ce point, nous allons continuer à avoir aussi un agenda fort en matière agricole et agroalimentaire. Et évidemment, je sais combien c'est un agenda qui tire la région et à laquelle la région est attachée, compte tenu de son histoire et de ce que nous avons devant nous. Sur cet agenda rural, il y a un point sur lequel vous m'avez aussi interpellé, c'est la trop grande complexité des différentes dotations et des aides. Je l'ai dit, je souhaite qu'on aille vers des aides projets beaucoup plus simples, avec des mécanismes justement beaucoup plus rapides, mais je souhaite aussi qu'on puisse innover. Et à ce titre, vous avez raison sur la DSIL, parce que vous l'avez cité, j'ai noté pendant cette table ronde en disant c'est trop compliqué, on doit faire des dossiers, bien souvent parce qu'on doit faire des dossiers au département, à la région, à l'État. Moi, je suis très favorable, et c'était vous, je crois, Président, je suis très favorable à ce qu'on expérimente ici, dans la région, la procédure unique et mutualisée sur ce sujet. Et qu'on dise, sur l'ensemble de ces dotations, on y va, tout ce qui est côté dotation État, on se met avec l'ensemble de ce que sont les guichets actuellement existants, et
on simplifie drastiquement non seulement nos critères de procédure, mais on ne fait qu'une seule procédure pour éviter l'addition des mécanismes et avoir des mutualisations. Certains départements, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais ont commencé à le faire et à mutualiser les choses avec l'État. Et je pense que ça, on peut le faire maintenant au niveau régional, avec l'ensemble des départements concernés, avec la région, pour avoir une simplicité extrême. Voilà sur l'agenda rural ce qui était dit et la cohérence des territoires. Et au fond, vous voyez ce que je veux dire à travers cela, et j'ai bien noté par ailleurs toutes les propositions qui ont été faites, c'est qu'on a en effet besoin de redonner des départements de nos régions. Et donc, c'est ça qu'on doit réussir à projeter par ces logiques un peu de, si je puis dire, de guichet, d'instruments très simples. Et après, c'est dans ce dialogue avec régions et départements qu'on doit réussir à décliner ces bons instruments et permettre de reconstruire cette cohésion à laquelle vous êtes attachés. Vous m'avez ensuite interpellé sur les contraintes et les normes. Alors, d'abord, je vais vous rassurer, ce n'est pas mon administration, c'est la nôtre. Et je dirais que constitutionnellement, ce n'est même pas le président qui en est le chef et qui le dirige. Chaque ministre a la main sur son administration. Et je pense que c'est important parce que l'administration, c'est aussi ce qui nous sert, ce qui sert les lois et ce qui applique ce que le législateur a voulu. Et au fond, on reproche souvent à l'État et à celles et ceux qui le servent sur le territoire nos propres paradoxes, nos propres, nos propres incohérences, parfois nos injonctions contradictoires. On veut de la simplicité, mais on est les premiers à vouloir des règles. Combien de fois, dans les débats que j'ai eu avec les maires, on me demande de la simplicité, mais on veut que ce soit l'État qui tranche les conflits qu'on n'arrive pas à régler entre nous. On est très attaché au fait environnemental, mais on voudrait construire très simplement quand c'est dans notre commune. Donc l'État est parfois porteur aussi de ces injonctions contradictoires. Il faut qu'on ait collectivement cette forme d'indulgence pour celles et ceux qui servent ce que nous avons in fine toujours voulu. Je pense qu'on peut aller plus loin sur beaucoup de simplifications. On a commencé à le faire. Je donne toujours cet exemple. En 2017, il y avait 30 000 circulaires. On en a supprimé 20 000. Personne n'a bronché. Donc je suis convaincu que les 10 000 qui restent, on peut en supprimer encore beaucoup. Donc donner des idées. Mais la simplification est un élément complexe parce qu'il faut rentrer dans le détail. Il faut voir ce qu'enlève exactement ce qu'on veut retirer, mais je pense qu'il y a de la marge de manœuvre. On a fait une deuxième chose, on a dit à tous les ministres et aux ministères, vous voulez faire un décret, les décrets qui sont en application de ce que le législateur a voulu, il faut qu'ils soient tous pris. Ils sont tous pris, on le suit très précisément, pour qu'on doit être aujourd'hui à 95% pris dans les 6 mois, pour que ça aille vite, parce que c'est la loi qui s'applique. Mais les décrets propres à l'administration, on les a divisés par 10. En faisant une chose simple, on a dit, vous proposez une nouvelle norme, vous devez proposer en même temps d'en supprimer 2. Ça réduit les enthousiasmes. Donc les gens disent, très bien, je vais réfléchir plus longuement à la nouvelle norme que je vous propose, je reviendrai plus tard. Et donc très peu de décrets ont été proposés de ce fait, et on a supprimé une quarantaine de règles qui étaient existantes. Bon. Donc on va continuer sur ce travail dans tous les domaines, j'y crois beaucoup comme vous. Les ABF. Je peux pas... L'honnêteté m'oblige à vous dire que vous n'êtes pas la première région à m'en parler. Dans le même temps, alors là, il y a des gens tatillons, il y a des gens plus laxistes, ça dépend des personnes. Mais après, moi là aussi, j'ai vu la sensibilité de ce débat. On a voulu simplifier les choses pour les ABF, créer des procédures simples pour beaucoup de cas, dans la fameuse loi Elan aussi. Au final, ça a été voté de mémoire pour les antennes téléphoniques et les habitations en quasi-état de ruine, pour pouvoir justement habiliter, éviter d'avoir là-dessus des procédures simples, parce que même là-dessus, on avait des procédures qui nécessitaient l'ABF. L'été dernier, que n'avons-nous eu pendant le débat? Nous étions les destructeurs du patrimoine, on reprochait tout et n'importe quoi. Donc on peut, je pense, aller vers plus de simplicité sur ce sujet, avec des avis simples, avec plus de pondération. Et ça suppose de simplifier un peu la norme, d'une part. Donc moi, je suis très preneur d'idées de bon sens, mais ça suppose également de l'appliquer, je dirais, en bonne forme et avec modération. Et donc, et au fond, à ce qui a été dit dans cette table ronde et un peu plus loin, dans la table ronde numéro 4. Parce que ce que vous dites des normes, ça était très proche, au fond, de la relation entre les collectivités et l'État. Moi, je suis assez favorable à ce que vous avez proposé. C'est-à-dire de dire qu'il faut qu'il y ait une autorité commune.
Qu'est-ce qui s'est passé décennie après décennie? L'État s'est spécialisé dans beaucoup de ses fonctions, et donc on a eu en effet des logiques de silos qui se sont créées. Les ARS sont le fruit d'un mécanisme qui a commencé il y a une vingtaine d'années. On a dit on va mieux gérer nos dépenses de santé, on va créer un pilotage de celles-ci, c'était une bonne chose. Et puis ça s'est progressivement autonomisé. Mais ce qui est vrai, c'est que la dimension territoriale, et avec elle le politique au sens noble du terme, c'est-à-dire la capacité à dialoguer avec des élus de la République qui sont porteurs de volonté, d'une légitimité, dans beaucoup d'endroits de l'État, est insuffisante. Et donc on a les préfètes et préfets qui représentent l'État, le gouvernement, l'ensemble des politiques publiques, mais on a en effet des bastions qui se sont créés dont le lien n'est sans doute pas suffisant aujourd'hui et dont les procédures ont des impératifs. Quand une ARS mène une procédure au titre de la santé publique et qu'il y a des critères de santé publique qui doivent être respectés, je pense que là-dessus, il est clair qu'à la fin, personne ne voudra compromettre avec ce cap. Il y a beaucoup de choses de bon sens qui nécessitent sans doute plus de concertation et d'avoir un principe de responsabilité unique et coordonné de l'État. Donc moi, je suis favorable à votre proposition et à cette transformation de l'organisation de l'État sur le territoire. Je pense que, hormis la défense et la justice pour évidemment l'indépendance qui doit être celle de l'autorité judiciaire et la défense compte tenu des mécanismes de commandement qui lui sont propres, l'ensemble des services de l'État doivent être sous un commandement et un visage unique. Et je crois que ça, c'est un élément de simplicité, de clarté, et on doit réussir à trouver le même type de simplicité pour nos concitoyens. Et il faut une coordination. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des spécificités ensuite de métier, mais elles doivent être coordonnées par celui ou celle qui a l'autorité. Et je veux ici, parce que parfois vous avez été un peu dur avec la vie administrative, mais avec des exemples qui en montraient la turpitude avec beaucoup de clarté, mais l'État tient parce qu'il y a des préfets, des sous-préfets, des fonctionnaires de l'État et de tous les services, y compris de ceux que vous pouvez critiquer, qui sont là sur le territoire. Quand il y a une catastrophe sanitaire, on est content d'avoir les fonctionnaires de l'hôpital et de l'ARS. Et ils font très bien leur boulot. Non, mais je peux vous le dire. Et ils font très bien leur boulot. Et donc, ce qu'on doit réussir, mais c'est vrai. Et donc, il ne faut pas qu'on ait toujours qu'un visage, en quelque sorte, ou qu'on ne regarde qu'une réalité. Donc, oui, à un commandement unique sur le territoire, pour plus de clarté et pour que les élus que vous êtes ayez en quelque sorte un interlocuteur qui puisse coordonner les demandes. Oui, ensuite, à plus de déconcentration de l'État. Et ça, c'est un point que je voulais faire sur la simplification et qui rejoint votre quatrième volet. Je crois très profondément qu'aujourd'hui, notre organisation collective, elle souffre de ce que j'ai décrit sur la décentralisation, mais elle souffre aussi du fait que nous avons progressivement, ces dernières décennies, gardé trop de décisions au niveau central et sans doute trop de présence administrative au niveau central et qu'on en a trop réduit sur le territoire. Je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que ça a été le fruit de décisions multiples et en quelque sorte parce que nos concitoyens nous ont amenés à nous interroger sur nous-mêmes. J'ai moi-même fait ce constat ces derniers mois. Il était très bon de faire des économies sur l'État. Mais quand je regarde les choses, on a fait beaucoup d'économies sur l'État local, très peu sur l'État central. Et donc, ça, ajouté à la concentration régionale, qui a été, je dirais, le fait administratif qui a accompagné la métropolisation économique. Plus les grandes régions, vous êtes moins touchés ici, mais ceux qui ont eu en plus des recompositions régionales ont eu ça à vivre, a réduit de la présence d'État sur les territoires et en fait a concentré la présence d'État dans les métropoles régionales ou au niveau central. Et c'est pour ça, l'un d'entre vous m'a fait l'amitié de citer le discours de Quimper. Je parlais en effet d'une présence, c'était vous, c'est le maire, d'une présence publique. En effet, j'incluais les élus et autres parce que je pense que c'est un partenariat. Mais c'est qu'on a retiré de la présence de fonctionnaires d'État sur le territoire et ce faisant de la perception de services rendus. Et ça, nous devons le repenser dans la période qui s'ouvre. Ça ne veut pas dire qu'il faut être aveugle sur les recompositions démographiques. Il y a parfois besoin de plus de services parce qu'il y a de la population qui arrive, des besoins, de la difficulté économique et sociale. Et quand il y a de la déprise, il y a peut-être besoin de moins de services. Mais oui,
je cherche Madame le maire qui m'a interpellé là-dessus, c'est vous. Le numérique doit être pensé différemment et l'État doit penser différemment ses économies. Comment je vois les choses? Un, je pense qu'on doit réinjecter des fonctionnaires sur le terrain et réduire le nombre qu'on en a sur la norme. Je dis souvent, et je le dis avec l'attachement, l'affection que j'ai pour eux, moi j'ai été fonctionnaire de l'État et ils sont nos principaux soldats, avec les élus de terrain que vous êtes. Et c'est ce couple qu'il faut faire fonctionner. Eh bien, on a besoin de moins de fonctionnaires de circulaire et de plus de fonctionnaires de guichet. Le fonctionnaire de circulaire, c'est celui qui fait des normes. Je le dis souvent, parfois, il trouve des solutions à des problèmes que personne ne se posait. Parce qu'on est pris dans nos trucs, mais on est tous pareils, hein, on est chacun dans nos dynamiques. Et le fonctionnaire de guichet, qui bien souvent d'ailleurs dans l'administration a été la fonction la moins enviée, la plus décriée, c'est ce dont on a besoin. Parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que fait le maire ou le président de la République, d'être à portée d'engueulade. C'est-à-dire, il doit résoudre les problèmes des gens. Et il doit composer avec la complexité. Celui ou celle qui est au guichet, il ne peut pas dire deux ou trois fois à la même personne allez sur le site ou faites comme ça parce que la procédure dit ceci. Et il doit à un moment rentrer dans la logique de la personne et lui apporter une solution. Et il va voir un moment que la règle est absurde. Ce que vous avez décrit sur votre EHPAD, c'est absurde. Un fonctionnaire de terrain qui va être là tout le temps, qui va être dans une logique que j'appelle moi de guichet, de service, d'accompagnement, il va changer les choses. Beaucoup plus que celui que vous verrez jamais et qui va faire une règle pour tout le monde. Donc, on a besoin de changer cette logique, de remettre du monde. Ça s'accompagne d'une logique de transfert de responsabilité. Et je le dis, nous avons collectivement, c'est un peu le corrélat de ce que je décrivais pour la décentralisation, on a créé, par nos procédures, par la pénalisation de notre vie civique, par nos comportements collectifs, au fond, dans la vie quotidienne, une désincitation à prendre des décisions difficiles sur le terrain. Et donc, moi, je suis favorable à remettre des fonctionnaires sur le terrain, mais à avoir une vraie logique de déconcentration, c'est-à-dire transférer des pouvoirs et des responsabilités. C'est-à-dire, y compris la responsabilité de prendre une mauvaise décision sur le terrain et d'en porter toutes les conséquences. Et nous avons aujourd'hui créé une culture qui est encore trop souvent une culture de la responsabilité relative. Parce que l'État central est trop lourd, les circulaires sont trop lourdes, mais aussi on s'est collectivement habitué à ça. Bilan des courses, vous travaillez sur le terrain avec des interlocuteurs de qualité pendant 3 mois, 6 mois, puis ils disent maintenant je demande l'autorisation à Paris, ça dure 6 mois ou 1 an de plus, pour refaire le même travail. Mais c'est une culture managériale qu'il nous faut changer, une culture de la responsabilité. Mais j'y suis prêt, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais j'y suis prêt, c'est changement de règles, changement de personnes, changement de responsabilité. Ça veut dire aussi que celui ou celle qui a cette responsabilité a le pouvoir de dire non parfois. Ce n'est pas une culture qui consiste à dire oui tout le temps à tout le monde. Je pense qu'il y a derrière des vraies économies, des vraies simplifications, mais c'est un changement profond de notre organisation collective parce que nous l'avons perdu. Je pense que nous pouvons le faire. Pourquoi? Parce que quand il y a des crises ou des urgences, nous savons le faire. Je dis souvent, quand il y a le pire qui arrive, une attaque terroriste, une catastrophe naturelle, les services de l'État, les élus, l'ensemble de ceux qui servent, savent de manière rapide prendre des décisions complexes en prenant leurs responsabilités. Et là, rien ne remonte, ou très peu, ou après, ce qui est très bien. Quand c'est la vie quotidienne qui reprend ses droits, tout remonte. Je pense qu'on doit rompre ce sujet et réinverser les choses. Et donc, à la logique, pour ma réponse à vos demandes de simplification, elle est sur les quelques points que j'évoquais, mais pour moi, elle est dans la déconcentration, la capacité à remettre du service et de la présence de l'État sur le territoire, et la capacité du coup à apporter des réponses et à avoir plus de possibilités d'adapter la norme sur le territoire. Bien souvent, on demande aux parlementaires des changements de la loi parce qu'il n'y a pas suffisamment de souplesse pour adapter la norme à la logique du territoire. Et cette adaptation qui sera bonne pour la Bretagne sera mauvaise pour la région d'à côté. Il faut donner la possibilité à ceux qui la portent de l'adapter, donc de prendre leurs responsabilités. En tout cas, moi, je suis convaincu par cet aspect-là. Sur les logiques de réseau d'accès, je l'ai dit sur la mobilité, sur le numérique, j'y suis totalement favorable. Je suis favorable à ce qu'on puisse rouvrir les choses pour adapter par rapport à ce qui est demandé. Sur le numérique, j'ai entendu les interpellations. Néanmoins, je voudrais bien clarifier les choses parce que j'ai eu le sentiment qu'on a parfois navigué entre le mobile et la fibre. La fibre,
il y a en effet les projets qui sont portés, c'est coordonné par France Très Haut Débit, on peut adapter les choses, mais c'est une organisation qui a été structurée selon les zones, avec des projets en particulier dans le plus rural, en effet d'initiatives publiques qui sont accompagnés avec des financements, la Caisse des dépôts mobilisée, les services de l'État mobilisés et une logique de service pour accompagner. Tout ce qu'on peut fluidifier, faire là-dessus, oui. Les débats qui sont les plus durs avec les opérateurs sont sur le mobile, et en particulier l'Internet mobile. Et là-dessus, nous avons un débat national qui s'est concrétisé lors de ce qu'on a appelé le New Deal de décembre 2017, où on a réinjecté beaucoup d'argent dans le système, puisque on leur a expliqué qu'on était prêt à renoncer à des gains sur les prochaines enchères de fréquences pour qu'ils mobilisent beaucoup plus vite le déploiement de pylônes et le déploiement justement d'Internet mobile sur le territoire. Et donc là-dessus, on est en train d'accélérer massivement les choses et de le faire. Mais je pense qu'il ne faut pas mélanger ces deux sujets dont les dynamiques et les logiques sont très spécifiques. Par contre, je suis prêt à ce que toutes les collectivités soient en mesure d'avoir une accélération de leurs projets. Là où on peut faciliter les choses, c'est que la fibre, quand on a de l'Internet mobile très haut débit qui est déployé, on n'a parfois pas besoin d'aller mettre la fibre dans le dernier hameau, hein, je vous le dis très sincèrement. C'est-à-dire que quand on a l'Internet mobile 4G à vrai débit et qu'on a une structure qui permet de faire du 5G, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher de la fibre. Donc là-dessus, il faut avoir une vraie adaptation et vous pouvez le tester, le faire tester dans une logique de service, parce que là, il ne faut pas se tromper. Moi, je ne suis pas favorable au débat qui consisterait à dire on va vous monter en gamme le vieux réseau, ça vaut comme la fibre. Ce n'est pas tout à fait vrai. Par contre, de dire on a de l'Internet très haut débit, 4G, 5G, la qualité de service est totalement équivalente. Totalement équivalente. Donc c'est dans ces logiques de partenariat qu'on doit avancer, mais on sera à vos côtés sur ce sujet, comme on l'est d'ailleurs depuis le début. Sur le sujet ensuite, c'était la troisième table ronde, commune, intercommunalité. Alors beaucoup de choses ont été dites sur ces logiques. J'ai d'abord eu des questions très spécifiques et je reviendrai sur le thème de la table ronde. Sur le Pinel, c'était Monsieur le Président de la Métropole. Bon, le Pinel, c'est un avantage fiscal donné aux gens qui ont la possibilité déjà de faire cet investissement, d'investir dans les zones où il y en a besoin. J'assume assez facilement qu'on les concentrait dans les zones où il y en avait le plus besoin. Dire vous allez le généraliser à toute la région, je vous le dis sincèrement, ça veut dire qu'on va étendre un avantage fiscal à tout le monde, c'est très injuste comme politique et ça n'aurait pas beaucoup de sens parce que ça veut dire que je mets la France entière dans une logique de défiscalisation de la politique du logement. On dépense déjà énormément. C'est ça ce que vous m'avez proposé, ça n'a pas de sens. Donc, vous avez rentré dans une logique de mutualisation territoriale, très bien. Et moi, tout ce qui donne de la flexibilité comme ça et de l'ajustement, j'y suis très favorable. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Premier ministre a dit chiche quand ça a été présenté. Ça montre d'ailleurs l'ouverture, la flexibilité du gouvernement. Mais la réponse ne peut pas être généralisation de la défisque. Parce que c'est un coût budgétaire. Parce que vous la payez, la défiscalisation. Et notre système du logement, ma réponse sur ce sujet, et je la poursuis sur votre point sur les APL, nous avons l'une des nécessités l'ABF. L'été dernier, que n'avons-nous eu pendant le débat? Nous étions les destructeurs du patrimoine, on reprochait tout et n'importe quoi. Donc on peut, je pense, aller vers plus de simplicité sur ce sujet, avec des avis simples, avec plus de pondération. Et ça suppose de simplifier un peu la norme, d'une part. Donc moi, je suis très preneur d'idées de bon sens, mais ça suppose également de l'appliquer, je dirais, en bonne forme et avec modération. Et donc, et au fond, à ce qui a été dit dans cette table ronde et un peu plus loin, dans la table ronde numéro 4. Parce que ce que vous dites des normes, ça était très proche, au fond, de la relation entre les collectivités et l'État. Moi, je suis assez favorable à ce que vous avez proposé. C'est-à-dire de dire qu'il faut qu'il y ait une autorité commune. Qu'est-ce qui s'est passé décennie après décennie? L'État s'est spécialisé dans beaucoup de ses fonctions, et donc on a eu en effet des logiques de silos qui se sont créées. Les ARS sont le fruit d'un mécanisme qui a commencé il y a une vingtaine d'années. On a dit on va mieux gérer nos dépenses de santé, on va créer un pilotage de celles-ci, c'était une bonne chose, et puis ça s'est progressivement autonomisé. Mais ce qui est vrai, c'est que la dimension territoriale, et avec elle le politique au sens noble du terme, c'est-à-dire la capacité à dialoguer avec des élus de la République qui sont porteurs de volonté d'une légitimité, dans beaucoup d'endroits de l'État, est insuffisante.
Et donc, on a les préfètes et préfets qui représentent l'État, le gouvernement, l'ensemble des politiques publiques, mais on a en effet des bastions qui se sont créés dont le lien n'est sans doute pas suffisant aujourd'hui et dont les procédures ont des impératifs. Quand une ARS mène une procédure au titre de la santé publique et qu'il y a des critères de santé publique qui doivent être respectés, je pense que là-dessus, il est clair qu'à la fin, personne ne voudra compromettre avec ce cap. Il y a beaucoup de choses de bon sens qui nécessitent sans doute plus de concertation et d'avoir un principe de responsabilité unique et coordonné de l'État. Donc moi, je suis favorable à votre proposition et à cette transformation de l'organisation de l'État sur le territoire. Je pense que, hormis la défense et la justice pour, évidemment, l'indépendance qui doit être celle de l'autorité judiciaire et la défense compte tenu des mécanismes de commandement qui lui sont propres, l'ensemble des services de l'État doivent être sous un commandement et un visage unique. Et je crois que ça, c'est un élément de simplicité, de clarté, et on doit réussir à trouver le même type de simplicité pour nos concitoyens. Et il faut une coordination. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des spécificités ensuite de métier, mais elles doivent être coordonnées par celui ou celle qui a l'autorité. Et je veux ici, parce que parfois vous avez été un peu dur avec la vie administrative, mais avec des exemples qui en montraient la turpitude avec beaucoup de clarté, mais l'État tient parce qu'il y a des préfets, des sous-préfets, des fonctionnaires de l'État et de tous les services, y compris de ceux que vous pouvez critiquer, qui sont là sur le territoire. Quand il y a une catastrophe sanitaire, on est content d'avoir les fonctionnaires de l'hôpital et de l'ARS. Et ils font très bien leur boulot. Non, mais je peux vous le dire. Et ils font très bien leur boulot. Et donc, ce qu'on doit réussir, mais c'est vrai. Et donc, il ne faut pas qu'on ait toujours qu'un visage, en quelque sorte, ou qu'on ne regarde qu'une réalité. Donc, oui, à un commandement unique sur le territoire, pour plus de clarté et pour que les élus que vous êtes ayez en quelque sorte un interlocuteur qui puisse coordonner les demandes. Oui, ensuite, à plus de déconcentration de l'État. Et ça, c'est un point que je voulais faire sur la simplification et qui rejoint votre quatrième volet. Je crois très profondément qu'aujourd'hui, notre organisation collective, elle souffre de ce que j'ai décrit sur la décentralisation, mais elle souffre aussi du fait que nous avons progressivement, ces dernières décennies, gardé trop de décisions au niveau central et sans doute trop de présence administrative au niveau central et qu'on en a trop réduit sur le territoire. Je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que ça a été le fruit de décisions multiples et en quelque sorte parce que nos concitoyens nous ont amenés à nous interroger sur nous-mêmes. J'ai moi-même fait ce constat ces derniers mois. Il était très bon de faire des économies sur l'État. Mais quand je regarde les choses, on a fait beaucoup d'économies sur l'État local, très peu sur l'État central. Et donc, ça, ajouté à la concentration régionale, qui a été, je dirais, le fait administratif qui a accompagné la métropolisation économique. Plus les grandes régions, vous êtes moins touchés ici, mais ceux qui ont eu en plus des recompositions régionales ont eu ça à vivre, a réduit de la présence d'État sur les territoires et en fait a concentré la présence d'État dans les métropoles régionales ou au niveau central. Et c'est pour ça, l'un d'entre vous m'a fait l'amitié de citer le discours de Quimper. Je parlais en effet d'une présence, c'était vous, c'est le maire, d'une présence publique. En effet, j'incluais les élus et autres parce que je pense que c'est un partenariat. Mais c'est qu'on a retiré de la présence de fonctionnaires d'État sur le territoire et ce faisant de la perception de services rendus. Et ça, nous devons le repenser dans la période qui s'ouvre. Ça ne veut pas dire qu'il faut être aveugle sur les recompositions démographiques. Il y a parfois besoin de plus de services parce qu'il y a de la population qui arrive, des besoins, de la difficulté économique et sociale. Et quand il y a de la déprise, il y a peut-être besoin de moins de services. Mais oui, je cherche Madame le maire qui m'a interpellé là-dessus, c'est vous. Le numérique doit être pensé différemment et l'État doit penser différemment ses économies. Comment je vois les choses ? Un, je pense qu'on doit réinjecter des fonctionnaires sur le terrain et réduire le nombre qu'on en a sur la norme. Je dis souvent, et je le dis avec l'attachement, l'affection que j'ai pour eux, moi j'ai été fonctionnaire de l'État, et ils sont nos principaux soldats, avec les élus de terrain que vous êtes. Et c'est ce couple qu'il faut faire fonctionner. Eh bien, on a besoin de moins de fonctionnaires de circulaire et de plus de fonctionnaires de guichet. Le fonctionnaire de circulaire, c'est celui qui fait des normes,
Je le dis souvent, parfois, il trouve des solutions à des problèmes que personne ne se posait, parce qu'on est pris dans nos trucs, mais on est tous pareils, hein, on est chacun dans nos dynamiques. Et le fonctionnaire de guichet, qui bien souvent d'ailleurs dans l'administration a été la fonction la moins enviée, la plus décriée, c'est ce dont on a besoin. Parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que fait le maire ou le président de la République, d'être à portée d'engueulade. C'est-à-dire, il doit résoudre les problèmes des gens. Et il doit composer avec la complexité. Celui ou celle qui est au guichet, il ne peut pas dire deux ou trois fois à la même personne allez sur le site ou faites comme ça parce que la procédure dit ceci. Et il doit à un moment rentrer dans la logique de la personne et lui apporter une solution. Et il va voir un moment que la règle est absurde. Ce que vous avez décrit sur votre EHPAD, c'est absurde. Un fonctionnaire de terrain qui va être là tout le temps, qui va être dans une logique que j'appelle moi de guichet, de service, d'accompagnement, il va changer les choses. Beaucoup plus que celui que vous verrez jamais et qui va faire une règle pour tout le monde. Donc, on a besoin de changer cette logique, de remettre du monde. Ça s'accompagne d'une logique de transfert de responsabilité. Et je le dis, nous avons collectivement, c'est un peu le corrélat de ce que je décrivais pour la décentralisation, on a créé, par nos procédures, par la pénalisation de notre vie civique, par nos comportements collectifs, au fond, dans la vie quotidienne, une désincitation à prendre des décisions difficiles sur le terrain. Et donc, moi, je suis favorable à remettre des fonctionnaires sur le terrain, mais à avoir une vraie logique de déconcentration, c'est-à-dire transférer des pouvoirs et des responsabilités. C'est-à-dire y compris la responsabilité de prendre une mauvaise décision sur le terrain et d'en porter toutes les conséquences. Et nous avons aujourd'hui créé une culture qui est encore trop souvent une culture de la responsabilité relative. Parce que l'État central est trop lourd, les circulaires sont trop lourdes, mais aussi on s'est collectivement habitué à ça. Bilan des courses, vous travaillez sur le terrain avec des interlocuteurs de qualité pendant 3 mois, 6 mois, puis ils disent maintenant je demande l'autorisation à Paris, ça dure 6 mois ou 1 an de plus, pour refaire le même travail. Mais c'est une culture managériale qu'il nous faut changer, une culture de la responsabilité. Mais j'y suis prêt, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais j'y suis prêt, c'est changement de règles, changement de personnes, changement de responsabilité. Ça veut dire aussi que celui ou celle qui a cette responsabilité a le pouvoir de dire non parfois. Ce n'est pas une culture qui consiste à dire oui tout le temps à tout le monde. Je pense qu'il y a derrière des vraies économies, des vraies simplifications, mais c'est un changement profond de notre organisation collective parce que nous l'avons perdu. Je pense que nous pouvons le faire. Pourquoi ? Parce que quand il y a des crises ou des urgences, nous savons le faire. Je dis souvent, quand il y a le pire qui arrive, une attaque terroriste, une catastrophe naturelle, les services de l'État, les élus, l'ensemble de ceux qui servent, savent de manière rapide prendre des décisions complexes en prenant leurs responsabilités. Et là, rien ne remonte, ou très peu, ou après, ce qui est très bien.